Eh bien, bonsoir à tous. C'est la Réal qui vous parle exceptionnellement pour commencer ce stream. Bienvenue chez l'ENRA. Donc l'ENRA, pour rappel, c'est une plateforme de création, d'hébergement et de déploiement d'applications open source qui est pour l'instant dans sa version bêta, donc qui sera release en septembre, qui vous permet en fait d'optimiser la création des applications, qui adresse aussi les enjeux de la souveraineté numérique et du numérique responsable, puisqu'on a créé un framework qui vous permet d'optimiser vos données. Mais comme je ne suis pas dev, je ne vais pas pousser les explications beaucoup plus loin. On voulait commencer par vous présenter un truc extraordinaire que nous a rapporté Flavien aujourd'hui, qui est donc la OBS Bot Tiny 2, qui est une caméra 360 sous vos yeux ébahis. En fait, on peut preset des valeurs de plan. On a juste à cliquer sur un petit driver qui est à côté, et on va tout de suite aller voir Flavien, qui est sur le bureau juste en face de moi. Bonjour. Le son du mic est faible, alors attends. Ouais, c'est peut-être parce que j'étais un petit peu loin du micro. Du coup, je pense que là, ça doit être mieux. Ouais. C'est mieux. Ok, c'est parce que j'étais loin. Donc oui, avec Flavien, on va vous faire un petit retour sur le camping des speakers, où on était donc le 15 et 16 juin. C'est un retour qui arrive un petit peu après tout le monde. Attendez, je vais revenir sur moi. Grâce à cette merveilleuse petite chose. Voilà. Là, je suis plus près du micro. Ouais, camping des speakers, donc c'est la première fois pour nous en tant qu'exposants tout court. On n'avait jamais exposé nulle part parce que voilà, l'ENRA n'était pas forcément prêt aussi à être testé. Et on a été vraiment super agréablement surpris de cet événement. On se doutait que c'était cool, mais voilà, la réputation est à la hauteur de la réalité sur place, et c'est vraiment un très chouette événement qui nous a permis de rencontrer IRL aussi des personnes comme Wouz, qui est donc dans le chat, qui nous a permis aussi d'assister à des talks super inspirants, qui ont des fois pas grand chose à voir, voire même souvent pas grand chose à voir avec la tech et le développement, mais qui sont vraiment des parcours de vie et de reconversion et d'histoires, de tranches de vie qui sont vraiment intéressantes à découvrir. Et à côté de ça, moi je retiens le fait qu'on puisse vraiment prendre le temps de discuter avec des gens, de rencontrer des gens, on n'est pas en mode speed où on arpente des couloirs. Si je dois comparer avec un événement comme le Devox, on est tout le temps speed à devoir avaler son sandwich en vitesse ou boire son café en 2-2 entre deux conférences et jamais avoir le temps de plus que ça. Et là vraiment, quand on est speaker, c'est vraiment le contre-pied, les antipodes de ça, et c'est vraiment très appréciable. Du coup, on va retourner sur Flavien qui va plus vous en parler côté expérience et retour en fait qu'on a pu avoir sur l'utilisation de l'ENRA par tous ceux qui ont eu la gentillesse et qui ont pris le temps, encore une fois, de venir tester sur notre stand. Hop, on est reparti. Comme ça, vous voyez aussi un peu nos bureaux. Oui. Alors, moi, de côté dev, et surtout avec les rencontres des gens potentiellement intéressés par l'ENRA, qui ont pu s'essayer à une première approche sur l'ENRA, sur le petit challenge qu'on avait mis en place. J'ai trouvé que le camping des speakers, c'était vraiment intéressant pour ça, parce que avec le temps effectivement qu'on a entre les différentes conférences, que ce soit aussi entre midi et 2, etc., finalement les gens prenaient le temps de rester au stand, de poser des questions, etc., et ont pris le temps de 15 minutes à peu près pour faire un challenge de développement, alors que les gens qui viennent à un camping plus pour parler que réellement essayer la techno normalement,
il y a un camping, mais plutôt à une conférence, alors que là, justement, le camping change ça. Les gens prennent le temps, c'est vraiment sympathique. Côté des gens qui ont essayé, on a eu des retours plutôt positifs sur l'ENRA. On a eu des retours, des propositions d'amélioration à faire aussi sur la technologie et surtout sur la documentation pour que les gens puissent plus facilement approcher la technologie. Donc ça aussi, c'est de notre côté de très bons retours qui vont être pris en compte. Et parfois même des gens qui restaient, quand je me souviens, il y a notamment une personne qui à la base disait oui, je vais rester 10 minutes et puis une heure et quart après, elle était encore sur le stand à discuter avec Thomas, donc oui. C'était vraiment appréciable. Je suis désolée parce que je suis un petit peu malade, il n'est pas impossible que vous m'entendiez tousser. Voilà, sur ce, on va passer, je pense, au reste. Alors, la suite, du coup, on est parti sur une petite mise à jour de l'application Minella, qui est un jeu du démineur, la même chose qu'on avait sur Windows XP à l'époque, mais sur la technologie de l'ENRA. Salut Tao Repoara. Alors du coup on va mettre à jour l'application Minella pour qu'elle fonctionne avec la nouvelle version de l'ENRA, parce qu'elle a été développée dans une très vieille version avant même la sortie de la bêta, donc dans une version interne à l'entreprise. Et on a changé pas mal de choses, on a déprécié quelques fonctions qui sont utilisées ici qu'on va retirer. Et surtout, on va transformer l'application pour qu'elle utilise la libJS. La libJS qui permet de simplifier la création des applications en JavaScript pour l'ENRA. Qui permet d'éviter d'avoir à écrire le JSON en entier et de juste instancier les classes pour pouvoir générer l'UI. Oui, Goose, on a réglé le souci. On a passé un petit peu de temps. J'ai augmenté le niveau là, normalement vous devez entendre un peu mieux si c'est pas le cas. Du coup, pour l'application, on a quelques petites choses à faire. C'est un peu mieux, donc encore un peu. C'est beaucoup mieux. Alors, côté de l'app Minella, on a prévu un petit peu à l'avance quelques petites tâches à faire pour la mettre à jour. Quelques petits steps à faire, qu'on va développer avec vous ici. Donc, première chose à faire, ça va être de transformer notre application JS de CommonJS à ES6. Donc, ES6 se change directement dans le package.json, si je ne me trompe pas. Et on va avoir la clé module. Si je ne me trompe pas. On a un type module à ajouter. Comme ceci. Qui va nous permettre de lancer notre app. Il faut supprimer l'index et le serveur.
qui vont être générés par la lib JavaScript. Lib JavaScript qui va être serveur. J'avoue que je ne sais plus quelle est la dernière version. Sur NPM, ce sera peut-être plus simple. C'est App Server et la version 4. Hop. D'ailleurs, j'aurais pu le faire avec le terminal directement. J'ai pas prévu le NPM. Je repartais sur une base propre qui me permet de redévelopper sur l'NRA parce que mon OS que j'avais avant avait des petits soucis dû au côté un peu expérimental de la chose. Donc là j'installe la dernière version de Node et puis je vais pouvoir développer dessus. Hop. Voilà, comme ça, c'est installé ici. Alors, on a les listeners, les services et les views qui sont à déplacer dans un dossier SRC. Un script ici, start, qui va être un app server. App server qui est la commande pour lancer le node avec le package Lenara. App server, pas app server. Le template JavaScript lui est à jour, donc on va retourner dans cette forme-là en fait pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte de la chose. Donc il nous faut dans le package.json le start à l'enrab, donc c'était bien ce que j'avais. On avait le index aussi pour générer les fichiers qui nous intéressent. Les fichiers, donc ça va être les différents imports, il va automatiquement aller chercher dans le dossier SRC les différentes classes, les différentes vues et les différents listeners qui nous intéressent. Hop. Je pense que ce listener all n'est plus nécessaire parce qu'il va directement aller chercher les différents listeners ici. Donc là, je peux tout simplement utiliser la conversion de VS Code qui automatiquement va convertir le fichier en ES6. Les classes qui sont ici, ça sera un peu mieux. On va faire la même chose ici. On a les différentes fonctions qu'on a besoin qui sont exportées. Là, ici, on exporte tout ça en défaut. On peut, à la place, directement mettre les mots-clés ici, devant le nom de la fonction. C'est comme ça que Stix fonctionne.
Et du coup, on peut retirer ici cette partie-là. Je pense que c'est tout. Donc ça, c'est une petite étape fastidieuse à faire sur... Il y a Taoré Pohara qui dit quoi? Il y a un truc de conversion dans VS Code. Combien j'ai perdu de temps à faire ça à la main? Oui, la conversion se fait... Alors, je sais pas si c'est mon extension, parce que j'ai une extension ici. Mais Flavien, il a toujours des trucs que les autres n'ont pas. Je l'ai montré tout à l'heure aussi à Jonas. Donc j'ai cette extension qui est faite par Microsoft, qui est un support expérimental de TypeScript et qui rajoute pas mal de fonctionnalités. Donc je sais pas si cette fonctionnalité de transformation vient de cette extension ou pas. En tout cas, une fois que qu'on est dans un fichier JS, on peut tout simplement voir les trois petits points qui sont sous le required ici. Et je fais un contrôle point. Donc moi j'ai un clavier anglais, donc c'est contrôle point. Pour vous, en clavier français, ça sera un contrôle shift et point virgule pour pouvoir faire le point. Et là vous avez convert tout ES module. Et en faisant ça, du coup, ça convertit automatiquement pratiquement tout le fichier. Il y a des petites choses qui sont un peu spéciales. Donc là par exemple, comme tout à l'heure, il exporte un objet qui contient tout ce qu'on a envie d'exporter. Ce qui n'est pas tout à fait la meilleure manière de faire en ES6. On peut plutôt faire un export à chacun de nos éléments ici, qui sera un peu plus propre. Et du coup, pas de défaut, tant pour moi. Du coup, ça permet, cette petite étape permet de très rapidement pouvoir convertir nos projets en JavaScript classique en ES6. Alors, l'export sera plutôt ici. Hop. Là, il faut bien mettre le mot-clé fonction, sinon on ne peut pas l'exporter. Si on veut pouvoir l'exporter sans le mot-clé fonction, il faut faire une fonction fléchée plutôt que de mettre une fonction nommée qui serait assignée à une variable qu'on exporte. Donc là, pour le moment, on n'a pas besoin de s'attarder pour cette conversion à ce qui est contenu dans les fichiers. Pour le moment, on a juste à bêtement faire nos exports. Et hop, enlever ici, le get current filter il était export aussi, donc je peux l'export. Voilà, donc là on n'a plus d'erreur sur ce fichier non plus. La même chose, hop, convertir. Donc, tout ce qui était dans cette map, encore une fois, on exporte. Voilà pour ce fichier. On voit déjà qu'on avance. Hein. Donc là, l'export est correct de ce côté-là. C'est un peu bizarre de voir le mot-clé export ici sans rien après. En fait, c'est juste que la documentation est mise par défaut. Donc je ne sais pas si c'est une norme de Microsoft qui est faite comme ça. Ils mettent le export avant la documentation de la fonction.
et la définition de la fonction après. Donc vu que le commentaire est complètement ignoré au final par le compilateur, c'est comme si on avait le mot-clé export directement ici. Donc je ne vais pas forcément perdre de temps à les modifier, ça fonctionnerait comme ça, mais je trouve pas ça forcément joli, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Donc là, toujours la même chose. Donc la collection get navigation, il faut les export. Je pense comme ça. Oui. Je pense que c'est pour qu'à la lecture de ceux qui ont téléchargé la lib puissent facilement, rien qu'en regardant le commentaire, comprendre que c'est une fonction exportée dès le début. Ça évite de devoir le rechercher peut-être, mais personnellement c'est pas un problème. Je trouve pour moi qu'il aurait fallu solutionner comme ça. Avec Preture, il donne quoi? Bonne question. J'ai pas Preture d'installer, mais je peux installer. J'ai Preture d'installer, donc je dois pouvoir le formater. Hop. Avec Preture. Et Preture fait la même chose. Il fait même un peu plus serré. Le code est un peu plus serré comme ça avec Preture. Bonjour Ninja. Donc, toujours pareil, on convertit. Et ici, on exporte la collection. Je suis pas sûr de l'avoir fait. Ici, collection. Si, je l'avais fait. Hop. Je suis morte de rire comment l'automode a censuré trop de messages. Pour un F, c'est moche. Ah, il y a toujours des flux positifs. C'est pour ça que notre métier est toujours pas menacé par l'intelligence artificielle. Ben, je peux te refaire un petit récap de ce qu'on a dit, parce qu'on ne peut que dire du bien de cette conf. En fait, bah, qui en dit du mal? Qui peut faire un... Je sais pas, il y en a peut-être, hein. Mais objectivement, ouais, on a trouvé ça très très agréable de prendre le temps de rencontrer les gens, de prendre le temps d'entendre d'autres histoires que des confs purement techniques. Après, il y en a eu, hein, mais Flavien, par exemple, qui a assisté à la conf sur la CI de GitLab, c'est ça? Oui. Illustré par des mecs qui font du toboggan. Effectivement, je pense que voilà, même les conf tech, ils ont une saveur et une tournure particulière au camping. Et c'est super bien organisé, on a super bien mangé, on est bien logé, on a le temps d'aller faire un tour dans un jacuzzi. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire quand même comme contexte. Donc
Donc voilà, c'était ouais très très agréable et dans la mesure du possible en fonction de l'édition 2024 pardon, on y sera. Et du coup, peut-être pas moi, ce serait peut-être un collègue plutôt qui ira à ma place. Changer un petit peu les rôles. Ouink ouink, ouais, mais de toute façon on l'a entendu, hein. Il y a des témoins. Hein. Bah oui, tu connais cette voix, alors t'as peut-être pas l'image, mais attends, on va refaire un super panneau avec cette super cam. Et voilà, et on repart sur Flavien. Non mais moi cette cam, je suis... Propose un truc et tu feras. Ouais. De toute façon, ça y est, hein, Thomas est lancé et il a soumis ses premiers talks là, donc... Donc là, on est arrivé dans les vues. Ça va changer un petit peu la manière de faire cette migration. Il y a peut-être un petit peu plus à réfléchir sur ce qu'il y a à supprimer. Par exemple, le all.js ici, je pense qu'il faut le supprimer en entier, qui va être remplacé par la lib.js. Le dossier utils ici, il récupère les images, donc celui-là, il faudra peut-être le garder. On va certainement en avoir l'utilité. Mais ce côté-là, avec les contraintes, les border radius, les radius points, padding symétrie, tout ça, c'est des utilitaires qu'on a maintenant directement dans la lib.js. Donc je pense pas qu'il y en ait besoin ici. On va pouvoir retirer tout ça. Et l'utiliser tout simplement via la lib.js plus tard. Pareil, pour tous les sous-dossiers où il y a un point all, je pense que il n'y a pas besoin de s'embêter avec, ce sera déjà des vues qui seront intégrées. Alors... Parce que tout ça, c'est la notation JSON, effectivement, qu'on veut retirer. On aura une notation, à la place d'avoir une accolade et de mettre text, on aura plutôt quelque chose dans ce genre-là, avec les enfants qui seront, du coup, une view, qui sera navigation state page menu. Quelque chose comme ça au final. C'est sur une notation de ce type-là qu'on veut arriver, plutôt que de devoir écrire tout ça, on aura plutôt quelques petits codes comme ça. Qui est bien plus pratique. Oh, on a un raid, Flavien. Oh, c'est notre premier raid. Merci, installez-vous. Merci Boulbil. Ça fait plaisir. Que fais-tu, Boulbil? On a la commande SO ici. Bah, bienvenue à tous ceux qui arrivent. 11 personnes quand même, c'est super cool. Alors vous ne voyez pas, mais vous allez me voir. Vous êtes sur un live en fait où Flavien est en train d'intégrer une lib JavaScript. Tu dis si je dis des conneries. Dans une application Lenra. Lenra, c'est une plateforme de création, d'hébergement et déploiement d'applications open source et qui vous permet d'optimiser la création de vos apps grâce à un framework de développement qui a une gestion de la donnée un peu particulière et qui vous permet d'optimiser les données, d'optimiser aussi les ressources et qui adresse aussi des enjeux de souveraineté numérique. Voilà, vous pouvez aller faire un tour sur notre site lenra.io pour en savoir plus et je repasse
sur Flavien, qui est du coup en train de dev une appli un petit démineur en fait à la base, ouais. Un petit démineur tout basique qui a été fait avec l'ENRA. Et je te redonne la parole. Du coup, c'est un démineur qui a été fait il y a un petit moment sur une... Ici la voix, c'est clair. Oui, Taorepoa, oui. C'est pour ça que c'est une partie que j'ai laissée plus vers la fin, pour le passage au nouveau système de route, plutôt que de la navigation par rapport aux data. En gros, cette application, c'est un démineur qui a été fait il y a assez longtemps sur la plateforme Lenra. Et depuis, il y a quelques fonctions qui ont été dépréciées. Et surtout, on a développé une lib JavaScript qui permet d'accélérer le développement sur la plateforme Lenra. Ok, ben merci Blue Bill. Merci pour le follow. Oui, 4 heures de live, oui. Et live non-stop, ça épuise. Et du coup, cette lib, elle permet de faciliter énormément le développement d'applications JavaScript sur l'ENRA, parce que l'ENRA permet de le faire dans n'importe quel langage. Ici, on est en train de le faire sur du JavaScript, du Node, mais on aurait pu choisir du Python ou du C. Et donc là, je convertis tout simplement les fichiers dans le format ES6. ES6 qui a une notation dite de module, si je ne me trompe pas, qui ressemble un petit peu plus à ce qu'il peut y avoir dans le TypeScript. Et du coup, ici, on n'a pas d'export autre que celui par défaut. Si on a nos exports ici, donc je peux remonter le content. Ici, je vais exporter la fonction plutôt que d'avoir un objet qui exporte tout à la fin. Le game data qui est là-haut. Pour facilement retrouver où je suis, je regarde sur le côté droit de mon écran à chaque fois que je sélectionne. Ici, quand j'ai sélectionné, je vois le petit point ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le contraste du stream, mais ici j'ai un petit point qui me montre que il est utilisé là-haut. Donc je peux faire pareil. Ici j'ai un petit point qui est apparu, et donc là j'ai ma fonction directement que je peux exporter. Donc je peux revenir en bas, faire menu qui est juste au-dessus. Donc là j'ai exporté tout ça. Celle-là, j'imagine que c'est pareil. Twitter est une vue, donc pour moi, et le menu aussi, ça sera à exporter. Hop. Pareil, content. Ah. C'est un petit peu rébarbatif, mais on est presque à la fin. On aura un petit peu plus de réflexion dans les étapes suivantes. Donc là, c'est pareil. J'ai même pas fait le require ici. Hop, donc là on a board et board player, donc là, c'est le texte par exemple, j'ai pas besoin de l'exporter. Hop. J'imagine que ça sera exporté aussi. Ah.
Encore oublié de placer mon curseur. Une carte. Ici. Et filter button ici. Donc tout ça c'est exporté. Menu c'est une vue, donc ça sera certainement. Ariane, à mon avis c'est une partie de vue, non c'est une vue aussi. Hop. Et du coup les autres, full view, page view, tout ça c'est pas exporté. Donc là-dedans, on a fait, il nous reste les classes. Les classes qui représentent des documents Mongo. Donc c'est des classes de données qui seront sauvegardées en base de données. Donc actuellement c'est extend document, mais nous en passant sur notre version de l'appli, ça va extend de data et plus de documents. Data qui au final revient à la même chose, à rajouter l'ID sur nos boards. Si on regarde le code, ça rajoute l'ID ici. Donc là on a une classe cell pour une cellule. Elle n'extend pas de documents. Je me demande si ça veut dire qu'elle n'est pas sauvegardée en base, celle-là. Une cellule ne doit pas être sauvegardée en base, effectivement. Ça doit être les données qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc les bombes avec une coordonnée. Donc le document.js, on n'en a plus besoin. Ici, on exporte des data. Donc on commence à voir les premières choses arriver, de la lib. Donc on a ça, ouais. Je sais même pas si on a besoin de le mettre l'ID. Je crois que le data le met tout seul. Tu peux répondre à vous dans le chat, s'il te plaît? Oui. Ici la voix. Ah bah attends, je te lis. Question Green IT, Mongo ou Neo4j pour une base de données. Base de données relationnelle, ça sera plutôt du coup du Neo4j, parce qu'une base de données relationnelle, on va pas partir sur du NoSQL, j'imagine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent justement Postgres pour faire le côté relationnel. Et après du pseudo-relationnel, on peut en faire sur MongoDB, effectivement, mais c'est pas fait pour. Je sais que sur les autres moteurs NoSQL, c'est pas possible. MongoDB, eux, je crois qu'ils ont un truc qui permet de le faire, mais en vrai, côté Green IT, je sais pas trop lequel serait le plus performant. Mais côté design simple d'une application, je partirais plus sur du Postgres. Par exemple. Enfin, du Neo4j pour le connecter à une base de données derrière. Donc le player.
Alors, on se retrouve déjà à avoir fini la migration ES6. Déjà, c'est un bien gros mot parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus. Mais... Hop. Qu'est-ce qu'on avait noté de plus? Donc là, tout ça, on l'a fait. Donc là, tous les appels au service qu'on a ici, il va falloir les changer pour que les create doc, les create documents, qui sont ici des appels Axios, enfin des appels du coup à l'API, ne fonctionnent plus avec l'appel à l'API directement. Fait qu'on n'ait plus besoin de décrire ce code-là, vu qu'il est inclus dans dans la lib Java. Donc tous les appels qu'il peut y avoir à board service, etc., game service, etc., on peut le faire directement via la libjs. Donc la plupart devraient être dans les listeners ici. Et donc c'est bien ici où on va avoir les services waiting free player, service player services, game services, etc. Donc là, toutes ces fonctions create game peuvent être bien simplifiées quand on fait là, si on va rechercher notre create game qui est ici, qui est l'appel à l'API, qui utilise l'objet API ici et qui lui envoie un game, on peut les simplifier grâce au type de données qui est ici, qui est l'API de l'Enra Server. Et donc l'API de l'Enra Server, c'est une URL, un token, un data. On va aussi avoir ici des props qui viennent de l'Enra Server. On doit l'utiliser autre part, j'imagine, s'il n'importe comme ça. Import. Oh, le camping des speakers qui a fait un petit tweet sur notre live, merci. Parce que le prop n'est pas dans l'Enra Server. Voici props. Ah d'accord, c'est juste qu'il est en minuscule. Autant pour moi. Donc on a props et events qui sont de type. Donc on va avoir ça partout sur nos différents types ici. Ça permet d'avoir l'autocomplétion, de mettre dans la documentation le bon type de données. Et donc, si on revient sur notre Shell Games, maintenant on va pouvoir aller le créer.
Et l'autocomplétion passe pas. Est-ce que j'avais fait le NPMI? J'imagine que oui. Mais... Alors, peut-être moi qui ai oublié comment ça fonctionnait. Si je regarde rapidement ici, on a bien api.data, .updateDoc, .createDoc, etc. C'était le point data que je n'avais pas. Et donc là, on veut un createDoc de game. Et game, du coup, ça devrait prendre le type ici. Dans le système event, par exemple, on va voir un exemple. Ici, on fait un createDoc avec une instance d'un objet qui extende des data. Et ça permet de créer notre objet. Donc là, on a notre gains qui a été créé ici, avec les différentes informations dedans. Et on le crée. On a un board ici, qui doit être créé avant. Donc là, on va pouvoir l'enlever et on va pouvoir faire pareil. Et ça fait c'est api.data.createDoc de notre board. Donc là on a un createPlayer qui, pareil, on va le remplacer. CreateDoc de players. On a des updateGains qui, si on regarde, sont aussi un updateDoc, donc un appel qu'on peut remplacer. Donc ça va être juste un game égal à await de api.data.updateDocs du gains. On n'a rien besoin de spécifier parce que dans l'objet gain ici, il contient l'ID du gain qu'on doit modifier et les données qu'on doit modifier, donc ça fonctionne tout seul comme ça. Et il sait exactement quelle table, en quelque sorte, pour ceux qui font de la base de données relationnelle, quelle table il doit aller modifier par la classe de l'objet. Je suis perdu. Donc là, on voit que createPlayer, on l'utilise plus. CreateBoard, on l'utilise plus. CreateGain ici, on a l'air d'encore l'utiliser. Non, on l'utilise plus. Il ne brise pas certainement parce que c'est un alias. Donc ici, await de api.data.updateDoc de gains. On va remplacer tous nos updateGains de cette manière. Donc j'ai plus raccourci que le copilote. Donc là, ces exports, on va pouvoir les remonter. On a un petit public tout à l'heure pour faire le ungain, etc. Non, le ungain non, mais on a le createGains. Pas mal de fonctionnalités, de fonctions. Hop. Donc ici, pareil.
exactement ça, sauf qu'on a la collection à lui passer. Et ici, du coup, c'est bizarre qu'il ne le colore pas en vert. C'est peut-être l'habitude du TypeScript, c'est peut-être le TypeScript qui me le colore en vert d'habitude. Donc, on a le getBoard qui va faire pareil. Par contre, il a sorti un getDocs qui n'existe pas. Donc là, ce qu'on veut, c'est un find sur le players et on veut find tous les players qui sont dans un doc. Donc là, je vais juste aller voir dans un board. C'est dans un game. Dans un game, ici, on a first player, last player. Et du coup, tous les players qui vont avoir ce game, mais sauf que non, que les players n'ont pas un games. À mon avis, il a fait un map. Je vais aller voir comment il l'a fait lui. Il a fait un execute query. Ah si, on peut faire du coup sur la collection players. On peut directement aller récupérer son games. C'est moi qui ne l'ai pas vu du coup. Donc ça c'est bon. Presque bon. C'était games ou game ID? Sur players. C'est games. On a toujours laissé ça. Donc le find, il a bien une collection qui est une classe et une query. Donc on a bien dans le find notre classe et notre query. Donc cette query, c'est récupérer tous les documents qui contiennent dans la clé games cette valeur. Sur un player, on va retourner en haut. Il nous reste encore des getGames. Donc ici, on va faire un petit monstre. Player est égal un ChatGPT qui est plus rapide que moi, qui commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on récupère notre game. Hop. Et ça permet d'éviter d'avoir à écrire tous les services qui sont ici en fait.
Hop. Donc là on a notre game promise. Get game player qui est aussi une query qu'on va pouvoir remplacer. Const players find. Hop, la même chose que tout à l'heure. Le ungame qui est un calcul, donc celui-là on va le laisser. Donc je crois que j'ai fermé la page. Donc là on n'en a plus. Donc le getGames ici, on en a plus besoin. Lui on en a plus besoin. Tac. Current player. Hop, get players. Qui est bien ça. Et donc là, ce fichier n'est plus utilisé. On va passer sur ce service-là. Alors, getWaitingPlayer, c'est une query un petit peu plus compliquée. Donc, il va avoir le difficulty player number. Son liste des nombres. Du coup, ici, ça va être difficulty 2.1 par exemple, si c'est la difficulté 1. Player number, ça va être player number 2.2 s'il y a deux joueurs qui ont rejoint. Donc tout ça, c'est une query qu'on peut garder, qui fonctionnera exactement de la même manière ici. Waiting players, data, find. Hop, c'est ce qu'on veut garder. On a bien le player number, le difficulty index, donc c'est difficulty index comme ça. Et où l'utilisateur n'est pas égal à nous. Donc là, cette méthode, c'est pour créer un jeu. Lorsqu'il y a plus d'un joueur, ça doit être pour... Du coup, si on crée un jeu à plus d'un joueur, on regarde s'il y a déjà des jeux à plus d'un, qui demandent de jouer en multijoueur qui sont créés. Si oui, on le rejoint. Donc là, on a un delete doc. Ici, api.data.deleteDoc de waiting players. Waiting player qui est un player. Donc là, ces deux-là ne sont plus utilisés. Il nous reste celui-là. Create waiting player. Waiting player. Hop.
Donc là, il n'est plus utilisé non plus. En autre service ici, on a lui qui est plus utilisé, on l'a déjà fait. On a dû passer devant. Et il nous reste le service de navigation qui va finir par être retiré parce que la navigation fonctionnera plutôt comme ça. Donc je vais quand même le faire parce que c'est assez simple. Et ça permettra de voir si on peut lancer l'app. Donc là c'est api.data.find. Donc on find navigation. Je sais pas lequel c'est. J'ai pas importé. Donc on find ça et user@me pour récupérer toutes les navigations qui sont de notre utilisateur. Par contre, il y a un L majuscule que je veux. Et ici, du coup, on va avoir les classes. Import navigation, mais il l'a trouvé tout seul. Get navigation ici n'est plus utilisé. Et donc normalement ici, ça marche tout seul. Donc, ici, on va rester comme le reste de l'application, on va mettre un point virgule. Les difficultés. Donc la fonction home va être un create doc pour naviguer vers la home. On va peut-être laisser c'est là pour le moment, mais on va le modifier ici, histoire d'avoir la fonction home. Donc api.data. Create doc. Navigation. Hop. Et donc là, api.data.updateDoc. Navigation. J'ai pas besoin. Hop. On crée, on lui passe les classes. Bah non, même pas. Qu'est-ce que je fais? Et c'est un new. String state history. Donc, navigation. On va avoir tout simplement si il n'a pas trouvé de navigation, on va créer une navigation. Sur cette navigation, on va lui mettre le user.me, on va lui mettre alors je vais juste regarder ce qu'il avait fait exactement. Il prenait le home navigation. Navigation.state va être égal à navigation.state. History, j'imagine que ça va être juste ça.
Alors là, ça risque de modifier l'objet state. Du coup, je vais faire un petit object.assign. Hop, comme ça, on modifie pas notre objet de base. Pour être sûr que ça fasse un clone. Donc là, j'ai navigation tout court. Hop. API. Enfin, je vais même pas modifier ici. API.data.getDoc. .find. Ah, on peut laisser le biais de navigation parce qu'on l'a ici, donc c'est ici qu'on va modifier. .find. Action qui va être navigation. User.me et on prend la première navigation. Ou undefined du coup, ça sera simplement undefined si la navigation n'existe pas. Parce que l'API.find ne renvoie jamais un objet vide, par contre il peut renvoyer, enfin il renvoie jamais d'undefined, par contre il peut renvoyer des objets vides ou des tableaux vides. Donc là on a bien notre guide de navigation qui est fait, l'update doc, ici on peut remettre get navigation et ici api.data.updateDoc de navigation. Notre get navigation ici devrait nous renvoyer des navigations. Pas de souci de ce côté-là. Je vais encore fermer la page. Et ici, on en a deux. pi.data.updateDocs. J'ai pas besoin. pi.data.updateDoc. Il y a le stream qui commence à tourner depuis un petit moment. Vu que c'est un petit peu rébarbatif, j'imagine qu'on va peut-être mettre un petit peu ça en pause. Et on continuera peut-être off stream pour arriver à une version un petit peu plus intéressante à vous montrer. À des étapes du guide un petit peu plus intéressantes. Là on est quand même arrivé à l'étape 4, donc il nous reste l'étape 5 qui serait peut-être intéressante à vous montrer dans un prochain stream. Et puis potentiellement l'aspect de bonus avec la faute de frappe qui peut être intéressante à montrer aussi. Ok. Donc, je pense que pour là c'est déjà bien. On vous remercie d'avoir été si nombreux, parce qu'il y a quand même eu du mouvement aujourd'hui. Ouais. Merci à tous pour votre présence et vos questions, et ceux qui sont restés suite au raid. Voilà, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter, sur la chaîne évidemment. En gros, on fait des lives tous les 15 jours, donc le prochain sera dans 15 jours à la même heure, 18h30. Voilà, on réfléchira au sujet la semaine prochaine, mais on essaie vraiment de vous montrer aussi ce que l'ENRA peut vous apporter dans votre dev d'appli au quotidien, avec aussi me revoilà les features qui sont rajoutés au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à nous suivre pour vous tenir au courant.
et bonne soirée à tous. Et merci à cette incroyable caméra. Merci Flavien d'avoir apporté ce nouveau jouet qui est bien sympa. Et à bientôt. À bientôt.